Bonjour, aujourd'hui le père d'Alexandre le Grand, Philippe II de Macédoine. Le royaume dont Philippe avait hérité de ses ancêtres était petit, et il en fit la plus grande monarchie de la Grèce. Diodore de Sicile. « 2000 ans d'histoire. Depuis le siècle de Périclès, on confond souvent l'histoire de l'Antiquité grecque avec celle de la plus brillante de ses cités, Athènes. Mais la Grèce, c'était aussi Sparte, Thèbes, Corinthe, la Phocide, la Thessalie, ou plus au nord, un pays dont les Athéniens méprisaient la population, parce qu'à leurs yeux, il était peuplé de barbares, la Macédoine. Mais à l'époque où Platon enseignait encore aux Athéniens la philosophie, quand Démosthène les mettait en garde contre le déclin de leur cité, Aristote vivait à la cour d'un roi dont la bravoure et la ruse ont fait un des plus grands soldats et un des plus habiles diplomates de son temps, Philippe II de Macédoine. Pendant les 20 ans de son règne, entre 356 et 336 avant Jésus-Christ, il fut le premier à unifier la Grèce en la faisant passer pour 2 siècles sous la tutelle de son royaume. Il avait ainsi préparé les conquêtes de son fils, dont la gloire a éclipsé la sienne, mais qui, sans Philippe II, n'aurait jamais pu entreprendre une des plus grandes épopées de l'histoire. Soldats, vous avez été rassemblés ici, dans la plaine où coule l'Axios, par mon père Philippe, afin d'accéder aux plus grandes gloires et aux richesses qu'aucune armée depuis que le monde est monde n'a encore atteintes ou connues. Nous conquérerons et détruirons cet empire des Perses. Rien n'est changé, si ce n'est le nom de votre roi. Alexandre! 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 Jean-Nicolas Corvisier, bonjour. Alors vous êtes professeur d'histoire ancienne à l'université d'Artois et vous venez d'écrire chez Fayard une biographie du père d'Alexandre le Grand, Philippe II de Macédoine. Alors il est parfois difficile d'être le fils ou la fille d'un homme célèbre, mais dans le cas de Philippe II, c'est plutôt le contraire. C'est la gloire du fils qui a fait un peu oublier le père. Dans votre livre, vous dites même que c'est un inconnu pratiquement aujourd'hui, Philippe II de Macédoine. Oui, c'est un inconnu d'une part parce que les auteurs anciens cessent d'en parler à partir du moment où Alexandre a vécu, où Alexandre a réalisé ces conquêtes qui paraissaient absolument fabuleuses. C'est un inconnu également parce que c'est un grand calomnier. Un grand calomnier, nous verrons peut-être tout à l'heure pourquoi. C'est un inconnu, enfin, parce que c'est un homme au destin brisé. Alors, s'il avait vécu, qu'aurait-il fait ? Et Seulement, il n'a pas vécu. Et peut-être aussi inconnu parce qu'on a un peu oublié son royaume. C'était quoi quand il est devenu roi de Macédoine ? Je crois que c'était en 356 avant Jésus-Christ. C'était quoi la Macédoine ? Eh bien, c'était un petit État en devenir, et c'était surtout un peuple. L'origine des Macédoniens, finalement, c'est une origine grecque, mais lors du peuplement de la Grèce, les Macédoniens se sont arrêtés au nord. Il faut donc remonter beaucoup plus longtemps avant Philippe II, il faut remonter au XIIe siècle avant Jésus-Christ, XIe siècle avant Jésus-Christ. Les peuples grecs descendent vers le sud, ils s'y fixent, mais certains des Grecs restent dans le nord et ils vivent complètement isolés. Ils vont créer une culture et une civilisation un petit peu particulière. C'est un monde de pasteurs, un monde de montagnards, et puis, à partir du 8e siècle, ces montagnards... Avant Jésus-Christ, oui. Nous sommes toujours avant Jésus-Christ. Oui. Ces montagnards se rassemblent, forment un petit ethnos, au sens grec du terme, c'est-à-dire un peuple, nous dirions plutôt une nationalité si nous voulons trouver un terme contemporain. Et ce peuple de montagnards, de la partie ouest du Pinde, va progressivement descendre vers l'est, vers les fleuves, vers les plaines, vers l'Axios, dont nous entendions parler tout à l'heure.
Mais alors Jean-Nicolas Corvisier, c'était des Grecs, parce que les Grecs considéraient les Macédoniens, enfin surtout Démosthène, le grand orateur Démosthène, considérait les Macédoniens comme des barbares. Or eux, ils étaient grecs, ils se considéraient comme tels, ils admiraient même beaucoup la Grèce. Le premier roi de Macédoine, qui a vécu, je crois, un siècle avant Philippe II, on l'appelait même Alexandre Ier le Philhellène. Oui, tout à fait. Seulement, grec, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour quelqu'un comme Démosthène, ça veut dire non seulement être de langue grecque, mais ça veut dire vivre à la grecque, c'est-à-dire vivre dans des cités, vivre dans un système démocratique ou plus ou moins démocratique. Ce qui n'était pas le cas de la Macédoine, c'était une monarchie. Ouais. Ce qui n'était pas le cas, effectivement, de la Macédoine. D'autre part, la langue macédonienne a des particularités qu'elle a héritées d'une séparation, justement, entre le XIIe et le VIIIe siècle. Et puis enfin, nous Macédoniens vivent au contact de non-grecs, au contact des Illyriens, au contact des Thraces. Alors tout cela, ça en fait peut-être pas des barbares, mais en tout cas des demi-grecs. Alors des Macédoniens qui admiraient la Grèce, Philippe II de Macédoine admirait la Grèce. En revanche, celle-ci ne le lui rendait pas. Le portrait de Philippe II par des historiens grecs, la revue de texte Stéphanie Duncan. Alors ce portrait que les textes anciens donnent de Philippe II n'est pas toujours très flatteur. Alors, l'Athénien Démosthène, c'est pas très étonnant, c'est son ennemi juré. Eh bien, il ne voit en lui qu'un barbare vaniteux passant son temps à faire la fête. Philippe, dit-il, s'entoure de pillards, de flatteurs, capables de se livrer quand ils sont ivres à des danses que je n'ose nommer devant vous, des bouffons, des auteurs de chansons obscènes. Une débauche, une ivrognerie qui est confirmée par un autre auteur, un certain Théopompe, joli nom. Philippe buvait toute la nuit, dit-il, et menait grand tapage. Il était insatiable et dépensier, jetant ses richesses par les fenêtres. Théopompe insiste aussi sur l'immoralité de son entourage. Tout ce qu'il y avait en Grèce ou chez les barbares, en fait de crapules ou d'impudents personnages, tous s'étaient réunis en Macédoine chez Philippe, pillant, tuant. Certains n'avaient pas de honte de se saillir entre eux. Alors, ce qui est étonnant, c'est que ce Théopompe affirme en même temps que Philippe II de Macédoine était, dit-il, le plus grand homme que l'Europe ait porté, alors, malgré tous ses vices peut-être. Alors, cette admiration est partagée par Diodore de Sicile. Philippe, dit-il, alors le plus grand roi de l'Europe, c'était dans sa puissance comparée aux 12 dieux. Le royaume qu'il avait hérité de ses ancêtres était petit et il en fit la plus grande monarchie de la Grèce. Il devait l'accroissement de sa puissance non pas tant à la force des armes, dit Diodore de Sicile, qu'à ses connaissances stratégiques, son éloquence et à ses manières bienveillantes qui lui conciliaient l'affection de tous. Un autre auteur, un certain Élien, lui reconnaît même du goût pour la culture. Philippe de Macédoine, dit-il, était non seulement excellent à la guerre et habile orateur, mais il tenait également la culture en haute estime. Il mit à la disposition d'Aristote, le philosophe, des moyens financiers plus qu'abondants qui furent à la base de ses recherches variées. Et même Démosthène, son ennemi, lui reconnaît de la grandeur. Philippe, dit-il, était pris de renommée, il en a la passion. Il lui plaît d'agir quel qu'en soit le risque, et la gloire d'accomplir ce que jamais aucun roi de Macédoine n'a pu accomplir lui semble préférable à une existence tranquille. Démosthène lui envie d'ailleurs sa position de monarque absolu. Philippe, dit Démosthène, commande tout seul, il a de l'argent en abondance et en fait ce qu'il veut, sans en rendre compte à personne, absolument maître, chef, souverain de tout. Jean-Nicolas Corvisier, ces portraits que l'on retrouve aussi, je crois, dans votre livre en grande partie, ils sont très contradictoires, ces portraits de Philippe II. Certains reconnaissent sa grandeur, mais alors, il y en a qui font de lui le portrait d'un homme totalement infréquentable, ivrogne, débauché, amateur de femmes, et même d'hommes d'ailleurs. Oui, c'était un petit peu la coutume dans le monde grec. Ben oui, exactement, c'est ça qui est amusant. Oui. Mais Philippe ne semble pas avoir été rendu incapable d'agir, et par ses débauches, et par son ivrognerie. Finalement, c'est une ivrognerie calculée. Il buvait vraiment, ça c'est Il buvait vraiment, mais son ivrognerie est calculée et en partie politique, puisque le banquet, c'est l'occasion que le souverain avait de rassembler autour de lui toute l'aristocratie. Et vous savez aussi bien que moi que à toute époque, c'est lors des repas que se prennent les contacts les plus importants. De quoi se souvient-on lorsque l'on a assisté ensemble à un congrès ? On se souvient des communications, mais on se souvient aussi du banquet de clôture. Alors, ces banquets sont politiques. Pour Philippe, ça ne l'empêche pas, bien entendu,
de se livrer copieusement à la boisson, mais quand il faut agir, il reste sobre, et les moralistes utilisent parfois Philippe pour faire la différence entre l'ivrognerie et le simple goût du vin. Puis ses mariages aussi étaient politiques. Il s'est marié plusieurs fois, il a eu plusieurs femmes. La mère d'Alexandre, c'était la fille, je crois, du roi des Molosses, et qui lui a donné donc le seul fils qu'il ait eu, qui était Alexandre. Alors peut-être aussi qu'on lui en veut, Jean-Nicolas Corvisier, parce que contrairement à Athènes, la Macédoine était une monarchie dont la puissance d'ailleurs menaçait Athènes, où le plus grand orateur de l'époque essayait d'entraîner ses compatriotes dans une guerre contre la Macédoine. La guerre, c'est cela que Démosthène demande, la guerre. Athéniens, avez-vous tous perdu la raison? Philippe n'est-il pas en guerre avec nous depuis qu'il a fait raser la première cité grecque dans sa fureur destructrice? Or, à chaque ville qui tombait, Philippe ne cessait de proclamer son désir de paix. Et à notre honte éternelle, nous demeurions inertes et ne nous élevions jamais contre ces actes barbares. Êtes-vous aveugles au point de ne pas voir comment Philippe entend mener sa conquête, étendre son pouvoir de ville en ville, d'État en État, par la corruption, la trahison, la force des armes? Alors la corruption, la trahison, la force, voilà encore d'autres défauts que l'on reproche à Philippe II, Jean-Nicolas Corvisier. C'est vrai que c'était un personnage assez retors, vous citez dans votre livre le fait qu'un jour il assiège une ville, et puis il envoie une ambassade pour négocier avec ses habitants, et au moment où ils sont en train de négocier, il la prend d'assaut. C'est une ruse de guerre. Oui, c'est une ruse de guerre, oui. Comme les nombreuses ruses de guerre qui sont en usage en Grèce au IVe et au IIIe siècle, car ceux qui lui reprochent d'être rusé et de ne pas tenir sa parole font exactement la même chose, les Athéniens et Démosthène les premiers. Cela dit, il essayait d'éviter la guerre. C'était aussi un grand diplomate, je l'ai dit au début, mais vous le montrez beaucoup dans votre livre. Il préfère négocier plutôt que de faire la guerre. Et alors, avant de s'en prendre à Athènes, la première chose qu'il ait faite, c'est d'abord d'agrandir son royaume en soumettant notamment ses voisins. Il y a les Illyriens, il y a les Thraces, il y a aussi ce peuple très étonnant qui vivait dans l'actuelle Albanie, les Molosses. Agrandir son royaume, mais même surtout l'assurer, parce que lorsqu'il parvient au trône, la Macédoine est dans une situation épouvantable. Les Macédoniens viennent de subir une défaite cuisante, 4000 morts, c'est-à-dire pour des armées qui étaient des armées au maximum de 8 à 9 000 hommes, c'est-à-dire la perte de la moitié des effectifs. La Macédoine est ouverte à la fois aux Thraces, aux Illyriens et aux ambitions de cet autre peuple grec que sont les Molosses dont vous parliez tout à l'heure. Et que doit-il faire? À la fois assurer les frontières, négocier, parfois en position défavorable, et en même temps réarmer, refaire une armée, trouver même les moyens de s'opposer militairement de façon valable. Et ces moyens, nous en parlerons peut-être tout à l'heure. Non, on va en parler tout de suite parce que vous parlez de l'armée. Effectivement, la carrière, le règne de Philippe II qui a duré 20 ans, et il y a eu quelques défaites, mais il y a eu presque uniquement que des victoires grâce à quelque chose qui est considérable pour l'époque, qui est vraiment une nouvelle formation de guerre, c'est ce qu'on appelle la phalange. Expliquez-nous ce que c'était, Jean-Nicolas Corvisier. Bien, la phalange macédonienne reprend au type de guerre traditionnel l'habitude de combattre en rang serré, mais on remplace l'épée ou on remplace le javelot par une très longue lance, la sarisse qui est portée par les premiers rangs à deux mains, et les rangs suivants portent une sarisse plus longue qui repose sur l'épaule de ceux qui sont par devant. Alors, avantage, c'est que c'est plus léger, on n'a plus de cuirasse, on n'a pas de casque très lourd, une simple protection du crâne, on peut avancer plus rapidement. Avantage, on a beaucoup plus d'allonge, parce que le bras armé d'un javelot dépassera au maximum d'1 mètre. La lance faisait 6 mètres de long. La lance faisait 6 mètres de long. Et par conséquent, on arrivait au contact, le porteur de sarisse mettait sa sarisse au contact du corps de l'ennemi, alors que l'ennemi, qui n'avait qu'une épée ou un javelot, lui ne pouvait pas le menacer
ou le blesser. Il faut rappeler que c'est grâce à ces phalanges que plus tard Alexandre va conquérir la Perse et atteindre même les limites de l'Inde. C'était vraiment une révolution dans l'art militaire, d'ailleurs qui a duré longtemps. Je crois que les phalanges n'ont pratiquement jamais été battues jusqu'aux Romains pendant 2 siècles. Et encore, lorsque les phalanges sont battues par les Romains, c'est par la suite d'un mauvais commandement macédonien et non pas par la mauvaise qualité militaire de la phalange. D'ailleurs, quelque chose le montre beaucoup plus tard. Au XVIe siècle, on utilise encore les piquiers. C'est très exactement la phalange macédonienne. Une phalange donc avec laquelle Philippe II va unifier donc les Grecs après une défaite historique de l'ensemble des cités grecques qui se battent contre lui. Elles sont dressées contre lui. Athènes va réussir pour la première fois à rassembler presque toutes les cités grecques, Thèbes, Corinthe, etc., contre la Macédoine. C'était une confédération qui était importante mais qui a été battue. Oui, mais c'était un fait nouveau. Jusqu'à présent, Philippe II avait réussi à combattre les Grecs, mais une cité contre une autre. Le rassemblement de tous les Grecs, ou pratiquement tous les Grecs, c'est-à-dire les alliés des Spartiates, les Athéniens, les Béotiens contre la Macédoine, ne s'est produit qu'une seule fois. Et trop tard, puisque c'était juste à la veille d'une des plus grandes batailles de l'Antiquité, la bataille de Chéronée, en 338 avant Jésus-Christ. Les Macédoniens sont à nouveau en marche, conduits par Philippe. Tout ce que nous tenons pour sacré est de nouveau en péril. Mais c'est ici, à Chéronée, que le sort de la Grèce va se décider une fois pour toutes. Vivra-t-elle libre ou sous la tyrannie? Et pour mener cette lutte sacrée, même les tombeaux de nos pères accepteront de rendre leur mort. Macédoniens! Démosthène déclare ouvertement que la bataille de Chéronée décidera une fois pour toutes qui doit être le maître de la Grèce. Macédoniens, à vous de lui répondre. Alors, c'était la bataille de Chéronée, un extrait du Péplum de Robert Hossein, Alexandre le Grand, qui était une bataille décisive, une bataille qu'on n'a pas oubliée, mais c'était une des plus grandes batailles de l'Antiquité. J'en ai que la Corvisier. Et une des rares batailles de l'Antiquité. C'est un peu au nord d'Athènes, il faut rappeler. Oui, c'est tombé aussi. Oui. C'est tombé aussi. Et une des rares batailles parce que, au IVe siècle en tout cas, au 5e et au IVe siècle, les Grecs hésitent à se livrer à une bataille rangée, ils hésitent à risquer la destruction complète de leurs forces. Et Philippe II lui-même ne s'est résolu à tout risquer sur une seule bataille que très tard et lorsque la négociation avait pleinement échoué. Quel était l'objectif ou les raisons de cette bataille? C'est la dernière grande bataille d'une série de 3 guerres qu'on appelait les guerres sacrées. C'était quoi les guerres sacrées, Jean-Nicolas Corvisier? Une guerre sacrée, c'est une guerre qui est liée à un sanctuaire. En l'occurrence, il s'agit de Delphes, sanctuaire de Delphes, 12 peuples qui administrent conjointement le sanctuaire de Delphes, c'est ce que l'on appelle l'amphictyonie delphique, et il suffit que l'un de ces peuples soit veuille mettre la main sur les sanctuaires, ou mettre la main sur ses richesses, ou alors s'oppose aux autres pour que l'on risque de déclencher contre lui une guerre sacrée. Alors, rapport avec Philippe II, a priori aucun, puisque la Macédoine ne fait pas partie des 12 peuples de l'amphictyonie delphique. Seulement, la Macédoine a su s'insinuer dans l'amphictyonie delphique lors de la 3e guerre sacrée, cette 3e guerre sacrée qui a lieu au milieu du IVe siècle, avant Jésus-Christ toujours, et dans laquelle Philippe II se fait le champion du sanctuaire, met son armée au service du sanctuaire. Le résultat, c'est que le peuple pervers, les Phocidiens, est battu à plate couture. La Phocide, il faut rappeler que c'était là où se trouvait le sanctuaire de l'oracle de Delphes, justement. Tout à fait. Donc le peuple pervers est battu. Philippe II reçoit 2 voix à l'amphictyonie delphique, et désormais il va dominer, peut-être pas politiquement, mais dominer en tout cas mentalement le sanctuaire de Delphes, l'utiliser pour sa diplomatie. Alors il suffit que le moindre incident éclate par la suite entre l'amphictyonie delphique et les États de Grèce du Sud, pour que Philippe II se fasse le champion de la morale et le champion de la religion. C'est ce qui se passe dans la 4e guerre sacrée, qui est déclenchée littéralement pour des broutilles, et dans laquelle Athènes
et Thèbes se retrouvent du mauvais côté. Et battu donc à Chéronée, ce qui va entraîner un traité de paix qui va soumettre l'ensemble de la Grèce à l'autorité de Philippe II. C'était le traité de Corinthe. Nous ne demandons ni rançon, ni tribut. Tous les Athéniens prisonniers de guerre seront libérés. Nous demandons que toutes les cités, les États et les nations de Grèce conviennent qu'aucun Grec, en aucune partie du monde, ne prenne les armes contre nous. Tous les États représentés ici doivent accepter de fournir des hommes, des armes, des navires pour faire la guerre aux Perses, jusqu'à la victoire. Mais la victoire de qui? Tels sont les termes du traité. Vous voyez, Athéniens, nous avons même perdu jusqu'au droit de choisir pour qui et pourquoi nous devrons mourir. Mais que ne gagnez-vous pas en échange? Pour la première fois dans l'histoire, la Grèce est une nation apte à se mesurer avec n'importe quel empire. Une nation dont le destin, la mission divine, est d'apporter au monde la culture et la civilisation grecque. Vous avez à présent l'unité et la force nécessaires pour remplir cette mission. C'est ce que moi je vous apporte. Alors c'était le traité de Corinthe conclu après la victoire macédonienne de Chéronée. Là vraiment la Grèce est soumise et elle va le rester pendant 2 siècles à la Macédoine. Elle a été dominée jusqu'à l'arrivée des Romains. Elle a été dominée pendant 2 siècles par les Macédoniens. Et là on entend aussi, on voit se profiler la perspective d'une conquête qu'Alexandre, le fils de Philippe II, fera, mais qui avait été prévu, l'attaque de la Perse, mais qui avait été prévu par son père. Pourquoi est-ce que Philippe II voulait attaquer la Perse, c'est-à-dire aller au-delà de la mer Égée? Je crois qu'il y a à la fois des raisons historiques et une raison, disons, qui est propre au génie de Philippe II. La raison historique, c'est que depuis les guerres médiques, le Perse est un petit peu pour le grec l'ennemi héréditaire. Guerre entre la Grèce et la Perse, guerre justement. Entre la Grèce et l'Empire perse. Et raison qui est liée au génie de Philippe II, on unit bien un peuple, on unit bien les gens, que contre un ennemi héréditaire. Philippe savait très bien qu'il ne pouvait pas soumettre la Grèce, l'unifier au sens où nous parlons d'un État moderne unifié. Il fallait simplement réaliser, disons, une union contre un ennemi extérieur, un ennemi commun, d'une part, et d'autre part, faire en sorte que les cités grecques conservent l'illusion de la liberté, et d'ailleurs, pendant la période suivante, pendant les 2 siècles qui ont suivi, les institutions des cités continuent à fonctionner, les cités conservent leur liberté, mais la direction de la diplomatie échoua à la Macédoine. En tout cas, dans ce qui est suivi immédiatement après le traité de Corinthe, c'est la mort de Philippe II qui ne pourra pas réaliser ce rêve. C'est Alexandre qui le fera. Philippe II qui a été assassiné en 336 avant Jésus-Christ. On a dit que c'était son fils Alexandre qui avait été derrière, qui avait armé la main de l'assassin qui s'appelait Pausanias. Il est évident que nous n'aurons jamais aucune preuve. Ce qui est certain, c'est que dès l'Antiquité, on s'est posé la question, et dès l'Antiquité, certains auteurs se demandent si Alexandre n'était pas au courant, soit qu'il ait craint d'être déshérité, puisque Philippe II venait de se remarier, était susceptible d'avoir un autre fils, et un autre fils qui aurait régné à la place d'Alexandre, car cet autre fils était un fils d'une mère macédonienne, et non pas d'une mère non macédonienne. En vertu de la loi successorale, il pouvait donc, même beaucoup plus jeune, passer par devant Alexandre. Et puis, d'autre part, Alexandre avait une 20aine d'années, il pouvait brûler d'agir, il avait déjà beaucoup agi, notamment dans la bataille de Chéronée, et il voulait ne plus être qu'un comparse. Est-ce que justement Alexandre réalisait ses conquêtes, cette espèce de cavalcade extraordinaire en Asie, sans son père, sans ce qu'a fait son père avant lui, Jean-Nicolas Corvisier? Je crois qu'on peut répondre, c'est rare en histoire, de façon très nette, non, parce que sans un État qui a plus que triplé dans ses frontières avec Philippe II, sans une armée qui a quadruplé et sans un outil militaire approprié, la phalange, sans surtout ce formidable travail de fusion des peuples habitant la Macédoine en un seul et avec un dessein commun,
jamais Alexandre n'aurait pu réussir. Et pourtant, on a oublié Philippe II, il est le grand oublié pendant des siècles. On se demande même s'il a existé. Bon, c'est vrai que la gloire d'Alexandre a un peu occulté la sienne. Est-ce qu'aujourd'hui, on se souvient de Philippe II en Macédoine? Je crois qu'on a découvert récemment son tombeau près de sa capitale, d'ailleurs, qui est Pella, qui est près de la ville de Thessalonique, en Grèce. Est-ce qu'il existe encore dans la mémoire des Grecs et des Macédoniens? Ah, certainement. Certainement. D'abord parce que Philippe II apparaît pour un Grec actuel comme l'unificateur de la Grèce, comme celui qui a permis Alexandre. Et puis d'autre part, Philippe II, c'est, disons, dans une des régions qui est la plus disputée, région frontalière, la Macédoine, et Dieu sait qu'à l'heure actuelle, la Macédoine est un enjeu géopolitique, eh bien c'est le plus grand moyen que puissent avoir les Grecs d'affirmer la Macédoine est à nous. Merci Jean-Nicolas Corvisier. Je rappelle donc que vous êtes l'auteur d'une biographie de Philippe II, disponible chez Fayard, Philippe II de Macédoine. Vous avez pu entendre des extraits du film Alexandre le Grand de Robert Hossein avec Richard Burton dans le rôle d'Alexandre et Frédéric March dans le rôle de Philippe II, et il y avait même Daniel Darieux dans le rôle de la mère d'Alexandre, un film distribué par Warner Home Video. Je vous signale également une exposition de photographies prise par Auguste et Léon sur la Macédoine de 1913, à voir jusqu'au 9 mars 2003 au musée départemental Albert Kahn à Boulogne-Billancourt. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs au 0892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute, ou nous contacter sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, à la technique Loïc Duros, documentation Violaine Ballet et Virginie Bloch-Lenné, revue de texte Stéphanie Duncan, une réalisation de Anne Kobilac. Une émission de Patrice Gélinet.